Y a-t-il des écoles qui n'offrent aucune débouchée? Tin. Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on est avec la partie 2 sur les questions des étudiants. Et vous avez vu cette petite bombe en introduction qui nous a été posée par un étudiant. L'idée, c'est que je puisse y répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je suis Erika Cupid, designer social et designer de carrière. J'accompagne en fait les personnes pour qu'elles puissent à la fois avoir une carrière créative qui a du sens pour elles, évoluer professionnellement, se reconvertir, trouver un travail et entreprendre sans être du coup dans une situation financière galère ou se retrouver dans le job qu'elle déteste. L'idée, c'est vraiment de kiffer sa vie en designant sa carrière. J'accompagne beaucoup des étudiants dans leur orientation et donc ce que je fais du coup là, c'est que je réponds à leurs questions. Ça permet à la fois qu'ils puissent avoir des informations et à tête reposée les lire, les commenter, discuter dessus, mais aussi j'en fais profiter ma communauté. Reprenons la première question, notre petite bombe du départ. Y a-t-il des écoles qui n'offrent aucune débouchée? Je vais être très honnête sur la question, oui et non. En soi, les écoles vont forcément offrir des débouchés. Dans le sens où les étudiants derrière vont généralement trouver un emploi ou être entrepreneurs ou faire quelque chose. Donc du coup, sur ça, les écoles offrent des débouchés. Par contre, est-ce qu'il y a des écoles qui accompagnent mieux que d'autres sur cette partie orientation, recherche d'emploi, stage, alternance et également du coup entrepreneuriat? Oh que oui. Oh que oui. C'est un peu mon sujet de friction du moment pour être très honnête avec vous. Ça m'énerve en fait parce que j'accompagne des designers, des professionnels dans leur carrière, aussi de l'innovation, des créatifs qui galèrent à trouver un emploi et qui galèrent aussi du coup sur la question de l'entrepreneuriat. Le problème aussi que je constate, c'est que souvent, il y a des choses qui auraient pu être anticipées pendant les études, tout simplement en fait. Mais en fait, ils se retrouvent sur le marché du travail ou sur le marché de l'entrepreneuriat sans avoir en fait des clés de base, ne serait-ce que sur la compréhension de leur profil, le fait de leur dire qu'en fait le design c'est un moyen, c'est pas la finalité, et donc du coup par exemple c'est pas ça que tu vends à ton client, tu vends pas le design en fait, tu vends les résultats, l'impact, que dans le marché du travail, si tu connais pas ton marché, la différence entre une mairie et une région, t'es mal barré pour trouver un taf. Il y a des choses en fait qui sont de l'ordre en fait du socle de base qui pour moi en fait ne sont pas transmises. Donc c'est un peu ma frustration du moment aussi parce que vraiment mon high level de frustration pour être honnête avec vous, c'est quand vous avez des personnes qui font des reconversions professionnelles, qui vont débourser beaucoup d'argent pour se former, qui font par exemple 1 an ou 2 ans d'études et en fait qui se retrouvent à galérer. Parce qu'une reconversion professionnelle, c'est un investissement en soi. Mais l'objectif, c'est que derrière, bah, tu puisses trouver un emploi. Et donc, toutes les écoles qui n'accompagnent pas suffisamment sur ce volet-là, et pas accompagner suffisamment, je veux dire vraiment faire en sorte que chaque étudiant a vraiment un accompagnement personnalisé. Je sais que c'est des moyens aussi, donc il y a des questions autour de ça. Tout n'est pas aussi facilité, mais clairement, pour voir des choses derrière, c'est dommageable à la fois pour l'école, parce que derrière, en termes de visibilité, de débouchés, en fait, si on a ce type de questions, c'est parce que les étudiants se rendent bien compte qu'il y a des écoles où il y a très peu de débouchés et que les gens galèrent à trouver un emploi, alors qu'ils sont formés, en fait, et compétents. Bon, je finis ma parenthèse là-dessus. Mais voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, que vous êtes une personne qui est en recherche d'emploi, entrepreneuriat, reconversion, ou simplement que vous êtes un enseignant et que vous avez besoin d'une intervention ou qu'on puisse discuter, contactez-moi, vraiment. Là, vraiment, j'ai vraiment envie que ce sujet soit résolu parce que on peut pas être cordonnier mal chaussé dans notre discipline. Il faut vraiment qu'on arrive à level up collectivement. Et ça passe du coup par bien transmettre des informations et s'entraider. La prochaine question. Je trouve qu'il y a une question qui est très complémentaire, toujours sur les écoles justement. Est-ce que ça me ferme des portes de poursuivre en master? Donc là, c'est une question qui est intéressante parce que je vous dis pas le master en question, mais l'étudiante demandait si ça va lui fermer des portes de poursuivre dans un master qui n'est pas uniquement un master de design. Moi, pour moi, en fait, il n'y a rien qui te ferme des portes. Il y a juste des choses qui vont effectivement te faciliter la tâche. Concrètement, on va dire, imaginons que
tu es designer et d'un coup, tu te dis, OK, j'ai envie de faire un master, on va dire, en communication. Bah, comme c'est très proche du design, du coup, le lien entre les deux est plus évident. Tandis que si tu te dis, je suis designer et je veux faire un master ou une professionnalisation en boulangerie plutôt, ah, là, par contre, du coup, il faut que tu trouves le lien entre les deux. Parce que là, ça te ferme les portes. En fait, tout est une opportunité et tout peut potentiellement te fermer les portes si tu sais pas en tirer avantage. C'est plus une question de comment tu racontes ton profil derrière, comment tu valorises la complémentarité entre le design et autre chose qui va faire la différence. J'aime trop la question suivante. Est-ce qu'il y a du travail dans l'éducation, donc en tant que professeur de design? Alors, le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est beaucoup plus large que juste l'enseignement du design ou des arts appliqués. Dans le design pédagogique, du coup, c'est comme ça qu'on l'appelle, on va avoir du coup la brique à la fois sur le design, on va dire, l'enseignement, voilà, donc transmettre des compétences en design. Vous pouvez aussi être designer et concevoir des outils pédagogiques. Par exemple, le réseau ou l'atelier Canopé, ils font beaucoup ça. Vous avez aussi toutes les personnes qui travaillent pour des ministères ou au sein de l'éducation nationale et qui vont en fait concevoir des outils, des processus. Il y a par exemple le CNFPT, Centre national de la formation des agents territoriaux. J'espère ne pas m'être trompée sur l'acronyme, ou sinon, bah, tant pis, voilà. Ce que je veux dire, du coup, c'est qu'en fait, il y a un ensemble, on va dire, de différents types de structures qui sont des organismes de formation dans lesquels vous pouvez travailler. Tout dépend ce que vous aimez concevoir. Par exemple, si vous aimez plutôt être sur la conception de processus, travaillez dans un lab d'innovation pédagogique. Si vous êtes plutôt dans la transmission, un peu comme je suis en train de le faire, faites de la formation par exemple. Ça sera beaucoup plus sympa pour vous et ça correspond mieux à ce que vous voulez faire. Il y a aussi toute la partie recherche que je n'ai pas évoquée, mais qui sont aussi des formes très intéressantes et tout ce qui est aussi publication de contenu en fait, pour sensibiliser, communiquer, donc tous les secteurs aussi liés à de la médiation qui produisent du contenu. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment du travail dans l'éducation en tant que prof de design? Alors, je ne suis pas spécialisée pour savoir s'il y a du travail ou pas. Désolée. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de demander en fait aux professeurs, tout simplement, de design de ce côté-là. De ce que j'ai vu pratiquer pour intervenir dans pas mal d'écoles. Je pense qu'en fait, le problème n'est pas forcément est-ce qu'il y a du travail, mais est-ce que vous allez être bien rémunéré et avoir assez d'heures. Pour intervenir dans plusieurs écoles, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est une question de budget. Tout dépend si vous voulez être prof à temps plein, si vous voulez être vacataire ou plutôt intervenant de façon ponctuelle. Par ponctuel, c'est genre par exemple une fois dans l'année, hein, c'est ça que je peux dire. Ou juste pour des jurys. Et c'est ça qui va faire la différence. Parfois, je pense que en design, le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de formation. Donc, il faut aussi accepter de ne pas être juste que sur du design, mais par exemple d'avoir des compétences formées sur l'utilisation des machines. Voilà, l'impression 3D, des choses comme ça. Donc, avoir par exemple une partie plus technologique ou une partie aussi liée aux sciences sociales. Donc ça reste assez ouvert, c'est pas forcément mon domaine d'expertise précis, donc je vous invite à faire des recherches complémentaires et à parler aux gens qui font ce travail et qui sont du coup fabuleux. Donc n'hésitez surtout pas. Je vais prendre une autre question qui est donc quand vous cherchez une alternance, comment on trouve des contacts? Alors, ça c'est une question que j'adore parce que vous allez pouvoir trouver des contacts, notamment sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous allez pouvoir voir qui travaille dans la structure. C'est beaucoup plus facile que sur le site internet où parfois vous n'avez pas les membres de l'équipe. Donc déjà, en voyant qui travaille dans la structure, ça vous permet de les contacter via LinkedIn. Bon, jusque-là, ça paraît évident. Là où, je vais vous prendre un petit switch, c'est que lorsque vous contactez quelqu'un, l'idéal, c'est de potentiellement liker son contenu, de commenter certains posts, pour pouvoir être visible aussi par la personne avant de le contacter. Ça permet d'avoir un contact qui est un peu plus à chaud que à froid. Parce que quand vous contactez quelqu'un à froid et vous lui dites est-ce que vous recrutez pour une alternante? Une alternance, c'est très à froid, on va dire, comme approche. Même si du coup, les gens ont tendance en fait à être plus soutenants avec les personnes en recherche d'alternance et beaucoup plus leur répondre. Mais si vous faites ça lorsque vous êtes en recherche d'emploi, je vous dis tout de suite, c'est un warning direct parce que la personne va se dire on se connaît même pas, tu me demandes déjà un service. Ça marche moins bien.
Par contre, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop le temps et il faut trouver pas mal d'offres d'alternance, oui, vous pouvez demander en fait à la personne en fait, est-ce qu'elle recrute des alternants? Mais si j'étais vous, je ferais en sorte aussi que la personne comprenne mon expertise. Parce que là, on est sur une question qui est binaire, c'est oui ou non. Si elle recrute pas, elle va vous dire non, ciao, bye bye. Nous, on veut pas qu'elle fasse ciao, bye bye. Parce que peut-être que c'est une personne qui va par la suite recruter un peu plus tard. Et c'est peut-être un membre de votre réseau avec lequel vous allez apprécier interagir, qui fait partie du secteur dans lequel vous souhaitez travailler. Ce que je ferais plutôt, c'est que je valoriserais mon expertise, j'essaierais de discuter avec cette personne en lui disant que voilà, vous êtes actuellement en recherche d'alternance et est-ce que vous serez partant pour discuter, échanger. En fait, considérez la personne pas là juste pour vous rendre un service, mais vraiment comme une interaction. La personne, elle a aussi peut-être des besoins, discuter avec elle. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qui fait la différence entre des prises de contact qui sont un peu abruptes et des prises de contact qui sont vraiment humaines, entre guillemets, chaleureuses. Surtout avec les IA, maintenant, on peut se faire spammer de tous les côtés. Donc ne vous comportez pas comme une IA. Qu'est-ce que je veux dire d'autre, du coup, par rapport à comment avoir des contacts? Aussi, vous avez toutes les conférences, les événements, la France Design Week. J'aime trop. Du coup, la PCI fait un super travail de ce côté-là. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous avez les contacts dessus directement sur ces sites-là. Vous voyez la personne qui intervient, vous pouvez la contacter. Ce qui est important, c'est de penser aussi votre recherche d'alternance en fonction du territoire. N'hésitez pas en fait à identifier quelles sont les entreprises sur votre territoire et de vous déplacer parfois en physique ou d'appeler tout simplement les secrétaires, assistants, assistantes qui travaillent dans les entreprises pour leur dire est-ce que c'est possible d'avoir la RH pour discuter avec elles. Clairement, en fait, c'est possible. Vous pouvez en fait comme ça, avoir des contacts qui sont très pertinents, mieux comprendre le fonctionnement de la structure également. Quelles sont les meilleures démarches à faire? Donc, je pense que c'est toujours par rapport à l'alternance, hein, par rapport à ces questions-là. Du coup, les meilleures démarches à faire. Pour moi, je reviens sur les 3 piliers. 1, se connaître. 2, pouvoir en fait identifier ton expertise pour pouvoir la communiquer. 3, être en capacité de pouvoir dire oui ou non lors des entretiens. Donc d'avoir des critères de sélection d'une structure. Ça, c'est vraiment pour moi les 3 piliers qui font la différence. Vous ne pouvez pas seulement être dans une recherche d'alternance à sens unique, c'est-à-dire je candidate à des offres. Il faut aussi faire des candidatures spontanées, bien sûr, mais valoriser votre expertise. Il y a des gens qui peuvent vous contacter en vous disant « Écoute, ton profil m'intéresse, j'ai vu que tu cherchais une alternance, viens, on discute ». Mais pour ça, il faut que vous soyez visible et que votre expertise soit compréhensible. Donc on revient au pilier numéro 1 de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous distingue. Ça, c'est très très important parce que sinon, vous êtes comme tout le monde alors que chaque individu est singulier. Et ça, du coup, il faut le montrer directement. Comment se préparer pour un entretien? J'adore cette question. Je vais vous expliquer la trame que j'adore utiliser et qui généralement a de très bons résultats. La première chose, dans un entretien, vous allez dire votre prénom. Ouais, ça paraît évident comme ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand un recruteur a eu beaucoup de personnes qu'il a vues dans la journée, redire votre prénom, ça permet aussi de reposer un peu qui vous êtes, tout simplement. Ensuite, vous allez présenter votre métier. Votre métier, la particularité, c'est qu'il faut parfois ajuster en fonction de l'offre. Si vous, par exemple, candidatez pour une collectivité, parfois, ils comprennent pas très bien si vous dites que vous êtes designer social. Ils vont pas très bien comprendre. Dites-leur que vous êtes designer de service et que vous faites de la gestion de projet. C'est beaucoup plus clair pour eux. Donc, faites attention parfois à l'intitulé que vous utilisez. Par exemple, designer de transition. Moi, j'adore. Grande fan parce que pour moi, ça met vraiment en avant sur l'impact que vous voulez avoir. Mais il faut le moduler en fonction de l'interlocuteur. Donc, prénom, métier, vulgarisation. Il ne faut pas que vous soyez directement en train d'enchaîner alors que vous n'êtes pas sûr que la personne a compris votre métier. La vulgarisation, c'est juste vous dire, si vous êtes designer de transition, vous allez travailler par exemple sur des enjeux environnementaux sur le territoire pour concevoir des solutions adaptées. Et là, vous donnez des exemples. Exemple, kit de sensibilisation. L'idée, c'est pas de faire un pavé là-dessus, c'est une phrase qui résume votre métier. Ça, c'est très important parce que dès que vous avez quelqu'un dans la pièce qui ne comprend pas ce que vous dites, vous pouvez être sûr que, d'une certaine façon, vous avez un peu piqué son ego. Parce que les gens n'aiment pas ne pas comprendre. Et en plus de ça, du coup, ça va amener des questions du type « c'est quoi être designer? Qu'est-ce que ça apporte ?» Donc tout de suite des questions qui ne sont pas évidentes parfois pour les designers à répondre.
Voilà, donc ça vous met pas dans un bon terrain de jeu et aussi, il y a des gens qui, quand ils comprennent pas, ils vous considèrent comme incompétent parce que vous savez pas vulgariser votre travail. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ça. Donc, dès le départ, on évite les problématiques de ce genre-là. Ensuite, du coup, on a ma partie chouchou qui est souvent oubliée, c'est d'avoir soit d'une phrase d'accroche qui ressemble soit à un slogan, par exemple, construire une carrière créative qui a du sens. Voilà. Ça peut être aussi une métaphore. Mon métier, c'est un métier d'équilibriste, vous voyez, entre le besoin en fait des personnes et en même temps les besoins du commanditaire. Vous avez ensuite du coup une autre brique qui est importante qui va être donner un exemple en fait. Vous pouvez avoir un exemple ou une anecdote en fait à ce moment-là. Il faut voir l'entretien comme une histoire, mais une bonne histoire, voilà. Il faut en fait que vous racontiez une histoire à la personne qui vous écoute. Et pour ça, il faut avoir en fait des moments où vous vous présentez, des moments où il y a des pics, donc des moments un peu challengeants, une problématique, et des moments où ça redescend. C'est pour ça que l'anecdote, le slogan et tout ça, ça permet d'avoir un pic d'attention. Ensuite, vous allez vous présenter autour de 3 points clés. Pourquoi 3? Parfois, votre profil peut avoir plus de points clés que ça, ou en avoir que 2, ça fonctionne aussi, parce que les gens arrivent plus facilement à retenir 3 informations que 2. Il faut leur dire ce qui vous singularise dès le départ. On ne va pas jouer aux devinettes, hein, et on ne va pas laisser la personne vous dire ah, donc votre profil, je pense qu'il est très orienté sur l'analyse. Non, si vous voulez être valorisé comme quelqu'un qui est plutôt un profil artistique, vous allez dire mes 3 points clés, c'est d'avoir une approche artistique, de pouvoir transmettre des informations pertinentes et de travailler sur la responsabilité sociétale. Vous leur dites vos points clés directement. Ça permet aussi d'ancrer une posture professionnelle et de simplifier aussi la façon dont les personnes vous perçoivent et dont vous voulez être perçu. Ensuite, vous avez la partie où vous allez sélectionner 2-3 éléments clés de votre parcours. Votre parcours professionnel, l'idée, c'est pas de dire alors j'ai fait un DNMed et après j'ai fait un DSAA et non, non, non. C'est pas la meilleure façon de présenter votre parcours et souvent c'est lisible sur le CV. Donc l'idéal, c'est vraiment de présenter des points clés en les mettant en avant avec un exemple de projet problématique, un élément en fait, par exemple un défi surmonté, les compétences utilisées et à la fin le résultat que ça a produit. Je vous donne un exemple pour que ça soit très 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 concret. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Par exemple, j'ai travaillé au sein du département de la Seine-Saint-Denis en tant que designer de services publics. Nous avons travaillé sur un projet autour du RSA et notamment des allocataires de longue durée. Imaginez des personnes qui sont là depuis très très longtemps, qui sont très difficiles à contacter et notre défi, c'était de faire en sorte de pouvoir les faire participer à la démarche. Pour cela, j'ai utilisé en fait des outils d'immersion, mais spécialisés pour toucher des publics qui sont dans le non-recours au droit. C'est-à-dire qu'on est passé par des tiers de confiance. On a utilisé des systèmes de cartes postales pour les contacter, échanger avec eux et leur redonner aussi de l'estime et de la confiance sur notre dispositif. Résultat, on a fini par concevoir des kits pédagogiques pour les conseillers qui permettent de mieux comprendre les métiers de la restauration. Ça nous a permis d'avoir aussi de nouveau des personnes qui étaient actuellement en décrochage face à l'institution de revenir au sein de nos services. Voilà, c'était un exemple très rapide d'une expérience que je vous partage réelle pour que vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, vous avez l'intérêt pour la structure. Et ça, c'est le truc que la plupart des gens, parfois, ils oublient. C'est quand vous vous présentez, présentez tout de suite l'intérêt pour la structure. Parce que si c'est le recruteur qui doit vous le demander, warning en fait, vous êtes là pour un entretien. Ça veut dire qu'en fait, s'il est obligé de vous demander pourquoi vous avez candidaté, c'est qu'il y a un truc qui a sauté, vous avez oublié un truc important. Donc dites-le et faites en sorte que les projets que vous présentez juste avant soient en lien avec l'offre de poste. Et comme ça vous fait une transition logique. Et enfin, pour éviter de finir avec le voilà, je rigole mais je faisais pareil, hein. Je mettais des voilà partout à la fin. Pensez à votre phrase de conclusion. Pour résumer mon profil, c'est à la fois un profil artistique qui s'articule autour d'enjeux environnementaux, mais surtout un savoir-faire et une expertise pour accompagner les personnes. Bam! Vous voyez, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin que la conclusion remette l'accent sur ce qui vous caractérise.
les gens ont tendance à bien se souvenir du début et de la fin. C'est pour ça qu'en fait, si vous finissez par voilà, ils vont se souvenir du voilà. C'est en plus le dernier truc qu'ils viennent d'entendre. Donc c'est très important du coup que dans la structuration, vous fassiez attention à ce que ces points clés soient bien structurés et qu'il y ait vraiment une narration des éléments. Comme ça, les personnes, elles vous écoutent et généralement, ce pitch, il dure environ 3 minutes, c'est l'idéal. Si vous êtes sur 5, ça commence à être long, donc il va falloir y aller un peu sur les anecdotes. Donc, je dis ça pour que ça soit vivant. Donc, si vous êtes en mode monocorde, ça ne fonctionnera pas. Je prends une dernière question, du coup, sur cette nouvelle partie. Et comme ça, du coup, on pourra... je pense que je vous ferai une partie 3, vu qu'il me reste encore pas mal de questions auxquelles répondre. Donc, comment se préparer du coup à un entretien? On y a répondu. Comment définir son salaire en tant que freelance? Ah ouais, ouf, là, c'est pas la question auquel on va pouvoir répondre rapidement ou facilement. Pour moi déjà, en tant que freelance, le truc c'est que la notion de salaire est pas forcément pertinente pour être très honnête, vu que c'est plus une question de, on va dire, quand tu es salarié, tu as un salaire mensuel. En tant que freelance, tu as des sources de revenus qui peuvent arriver en fait à différents moments dans le mois. Je vous donne un exemple concret avec mon expérience. Selon mes activités, je peux être payée tous les jours. Et j'ai d'autres activités ou sources de revenus où je suis payée au trimestre, d'autres où je suis payée de façon mensuelle. Donc en fait, déjà, cette notion de salaire, elle tient pas. Parce que dans la logique du salaire, on va se dire, ah, c'est un truc qui tombe au même moment. Pour moi, ce qui compte plutôt en tant que salaire, en tant que freelance par exemple, c'est déjà de te demander comment tu veux être rémunéré. En fait, c'est toi qui définis aussi le rythme. C'est-à-dire, est-ce que tu veux avoir une rémunération mensuelle, à la journée, semestrielle? Ce que je veux dire, c'est quand tu touches ton argent. Parce que du coup, tu vas designer ton activité professionnelle pour que ça permette que tu puisses toucher plusieurs sources de revenus à différents moments. Donc ça, c'est pour moi un point clé. On pourra revenir si vous voulez un peu plus là-dessus. Je crois qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là, sur vraiment comment on design une entreprise au service de sa vie et surtout sans devenir fauché par la suite. Point clé important. Sur la partie définir son salaire, pour moi, tu peux aussi être rémunéré par des dividendes. Donc en fait, le terme de freelance est pas toujours évident parce que freelance, c'est pas une structure juridique. Tu peux avoir une EIRL derrière, tu peux avoir une SASU, c'est pas très clair. Ça dépend aussi de ton entreprise. Et il y a des gens qui ne se versent pas du tout de salaire en fait. Donc, pour moi, au niveau de la définition, ça dépend de tes charges. Il faut que tu regardes combien tu as besoin pour vivre, au minimum. Et donc, en fait, ton salaire, si je reprends le terme qui a été utilisé, ou tes sources de revenus, c'est plus approprié, doit correspondre en fait à justement tes charges. À minima, il faut que ça couvre tes charges. Si dans le mois, pour payer ton loyer, pour manger, pour faire quelques petites sorties, tu as besoin de 1 000 euros, il faut du coup que tu aies une rentrée d'argent de 1 000 euros en net. Voilà, parce que le brut, du coup, ça va correspondre par exemple à ton chiffre d'affaires. Voilà. Donc ton chiffre d'affaires, il va falloir déduire ce que tu vas devoir aux impôts. Donc ça, c'est important. Je pense que je vais vous faire une troisième partie un peu plus précise là-dessus, en rentrant plus des détails sur vraiment le côté freelance, designer son entreprise. J'avais aussi un autre podcast, Entreprendre au service de sa vie. N'hésitez pas à l'écouter. Il aborde pas mal ces points-là, un peu plus en détail. Mais comme ça sera plus précis. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je suis toujours trop contente d'être avec vous et hâte de vous rencontrer aussi en vrai. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mes messages sont toujours ouverts. À bientôt!